L'horloge figée du climat, les cycles de Milankovitch et les secrets des ères glaciaires. Chapitre 1. Le pouls cosmique de la planète bleue. Tous les 100 000 ans, avec la précision impitoyable d'une horloge astronomique réglée par les lois de la gravitation universelle, la Terre plonge dans une période glaciaire majeure. Des calottes de glace titanesques s'étendent depuis les pôles magnétiques vers les latitudes moyennes, engloutissant des continents entiers sous des kilomètres de glace solide. Le niveau global des océans s'effondre de plus de 100 mètres, redessinant la géographie du monde arable, exposant de vastes plateaux continentaux et créant des ponts terrestres stratégiques entre des masses continentales autrefois isolées. Les températures mondiales chutent de manière drastique, mettant à l'épreuve l'adaptation de la biosphère. Depuis des millions d'années, ce rythme d'oscillation thermique n'a jamais failli. Jamais, jusqu'à maintenant. Ce soir, nous brisons les frontières du temps humain pour explorer l'un des rythmes les plus massifs, mystérieux et profonds de l'histoire géologique de notre planète. Un rythme si démesuré et si lent que les civilisations humaines naissent, bâtissent des empires grandioses, s'effondrent et meurent au rythme imperceptible de ces battements séculaires. Une horloge astronomique si incroyablement ancienne qu'elle faisait entendre son tic-tac mécanique bien avant que les premiers hominidés ne foulent la Terre arable et ne développent la pensée abstraite. Et cette horloge planétaire continuera invariablement de tourner et d'orchestrer les grands cycles physiques de la biosphère bien après la disparition potentielle de notre espèce. Qu'est-ce qu'une période glaciaire d'un point de vue géologique ? Quand la plupart des gens entendent le terme « période glaciaire », ils imaginent immédiatement un monde entièrement gelé, une sphère blanche stérile recouverte de glace d'un pôle à l'autre. La réalité géologique est beaucoup plus nuancée, dynamique et, à bien des égards, infiniment plus fascinante pour la climatologie moderne. Une ère glaciaire est en réalité une très longue période de temps, durant des millions, voire des dizaines de millions d'années, pendant laquelle le climat terrestre global est suffisamment froid pour permettre la formation et le maintien de vastes calottes glaciaires continentales, les inlandsee, et de glaciers de montagne massifs. Au sein de cette longue ère glaciaire globale, le climat oscille de manière cyclique entre des phases de froid extrême et des phases de réchauffement relatif. Les périodes de froid maximal sont appelées périodes glaciaires ou glaciation, et les périodes plus chaudes sont qualifiées de périodes interglaciaires. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre grandement. Nous vivons actuellement dans une ère glaciaire majeure. La dernière grande période glaciaire du Cénozoïque a débuté il y a environ 34 millions d'années, avec la congélation de l'Antarctique, et se poursuit encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'impression de vivre une ère glaciaire au quotidien, c'est uniquement parce que notre civilisation s'est développée au sein d'une période interglaciaire. L'une de ces périodes chaudes intercalées entre deux avancées glaciaires majeures. Cette période interglaciaire particulière est appelée l'Holocène, et elle a commencé il y a environ 11 700 ans, lorsque les dernières grandes calottes glaciaires se sont retirées d'Amérique du Nord et d'Europe. Mais l'ère glaciaire n'est pas terminée pour autant. Il s'agit simplement d'une pause temporaire dans un cycle à long terme. Conformément au rythme naturel et astronomique qui régissent le climat terrestre depuis des millions d'années, les glaciers devraient finir par revenir inévitablement. Chapitre 2. Le prisonnier de guerre de Budapest. L'histoire de la façon dont l'humanité en est venue à comprendre les mécanismes des périodes glaciaires est aussi fascinante et dramatique que les phénomènes climatiques eux-mêmes. C'est une saga de persévérance scientifique absolue, d'idées novatrices rejetées avec mépris, puis justifiées de manière éclatante, de liens intellectuels qui ont traversé les décennies et les disciplines académiques. C'est une histoire humaine qui ne commence ni dans un laboratoire de haute technologie, ni dans une université prestigieuse, mais dans l'esprit confiné d'un homme qui n'avait que son temps pour réfléchir à l'univers, Milutin Milankovitch. Juin 1914. Le village de Dalj se situe sur les rives majestueuses du Danube, une colonie serbe nichée au sein de l'empire austro-hongrois. L'air est chaud en cet été boréal. Milutin Milankovitch, un mathématicien serbe brillant de 35 ans, vient d'épouser Kristina Topazović, une chanteuse d'opéra amateur talentueuse. Ils célèbrent le début de leur lune de miel heureuse
dans la ville natale de sa famille. Milanković a toutes les raisons d'être pleinement satisfait de son existence. Il est professeur renommé de mathématiques appliquées à l'Université de Belgrade. Sa carrière universitaire est solidement établie. Son avenir intellectuel semble extraordinairement prometteur et radieux. Il réfléchit déjà à un grand projet scientifique fondamental, quelque chose qui nécessitera des années de travail acharné et méthodique. Un projet suffisamment ambitieux, complexe et vaste pour être à la hauteur de ses talents mathématiques considérables. Mais ces projets intellectuels devront attendre les caprices de l'histoire humaine. Puis survient brusquement la nouvelle tragique qui change le cours de l'histoire européenne et mondiale. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe nommé Gavrilo Princip. Cet assassinat déclenche immédiatement une crise diplomatique sans précédent entre les grandes puissances impériales européennes. Quelques semaines plus tard, l'Empire d'Autriche-Hongrie déclare officiellement la guerre au Royaume de Serbie. La Première Guerre mondiale a commencé et Milanković, en tant qu'officier de réserve de l'armée royale serbe, se retrouve soudainement considéré comme un ennemi étranger en territoire hostile. Il est arrêté par les autorités austro-hongroises presque immédiatement après le déclenchement des hostilités. Sa lune de miel idyllique se transforme instantanément en un cauchemar bureaucratique et militaire angoissant. Pendant 6 semaines éprouvantes, il est assigné à résidence étroite, séparé de sa nouvelle épouse, sans savoir ce qu'il adviendra de sa vie. Il est ensuite transféré officiellement dans un camp de prisonniers de guerre fortifié. Les conditions de vie dans les camps sont spartiates et psychologiquement difficiles pour les intellectuels de son rang. L'avenir est totalement incertain, suspendu aux victoires et aux défaites militaires sur les lignes de front européennes. Beaucoup d'hommes instruits placés dans sa situation désespéreraient ou sombreraient dans une profonde dépression léthargique. Mais Milanković n'est pas un homme ordinaire. Il possède une force mentale et une discipline intellectuelle hors du commun. Il a réussi à apporter un objet précieux avec lui en captivité, une mallette de cuir noir qui contient tout son univers, des articles scientifiques complexes et ses propres notes de calcul. Et dans cette mallette de cuir se trouve le germe d'une idée révolutionnaire qui transformera à jamais notre compréhension du climat passé. Après sa détention initiale dans des conditions rudes, Milanković est transféré à Budapest grâce à l'intervention de mentors universitaires viennois. Il est placé sous un régime d'assignation à résidence surveillée relativement clément dans la capitale hongroise. La police locale surveille ses déplacements, mais il est officiellement autorisé à fréquenter quotidiennement la bibliothèque de l'Académie hongroise des sciences. Pendant les 4 années de cette guerre industrielle totale, où des millions d'hommes meurent dans les tranchées, Milanković calcule. L'ampleur et la densité de son projet de calcul fait main sont tout simplement phénoménales et presque surhumaines. Il fait tout cela à la main, remplissant page après page, cahier après cahier, de colonnes de chiffres et d'intégrales mathématiques complexes. Sa méthode consiste à calculer de façon systématique ce qu'on appelle scientifiquement l'insolation thermique de la Terre, c'est-à-dire la quantité précise de rayonnement solaire incident reçu par millimètre carré à une latitude donnée pendant une saison donnée. Il choisit de se concentrer de manière toute particulière sur l'insolation estivale reçue aux hautes latitudes de l'hémisphère nord à 65 °N. C'est là, selon son intuition physique géniale, que se trouve la clé de voûte absolue pour comprendre le déclenchement des glaciations. Chapitre 3. Les 3 danses de la mécanique céleste. Notre planète n'orbite pas autour de son étoile selon un cercle parfait, simple, immuable et éternel. En revanche, l'orbite terrestre et son orientation géométrique dans l'espace évoluent de manière prévisible et cyclique sur des milliers d'années. Ces changements géométriques sont minimes, presque imperceptibles à l'échelle d'une vie humaine, mais cumulés sur des dizaines de milliers d'années, ils aboutissent à des variations climatiques profondes. Imaginez la Terre comme une toupie lancée avec force sur une table. Comme une toupie, la Terre oscille légèrement sur son axe de rotation. À l'image d'une toupie que l'on aurait légèrement poussée de côté, l'orbite terrestre n'est pas parfaitement circulaire, mais possède une forme légèrement elliptique. Et comme une toupie qui perd lentement de sa vitesse angulaire, l'angle d'inclinaison de la Terre change de façon cyclique au fil du temps.
Chacun de ces mouvements astronomiques suit son propre cycle mathématique. Chaque cycle fonctionne selon sa propre échelle de temps. Et lorsque ces cycles se combinent et se superposent, ils créent des variations majeures dans la quantité de lumière solaire atteignant différentes parties de la Terre à différentes périodes de l'année. Examinons de manière chirurgicale le premier de ces cycles géométriques majeurs, désigné sous le terme d'excentricité orbitale. L'excentricité définit de manière mathématique la forme précise de la trajectoire de la Terre autour de son centre d'attraction solaire. Les lois de Kepler nous enseignent que la trajectoire planétaire n'est pas un cercle parfait, mais une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Ce que les manuels scolaires omettent souvent de préciser, c'est que le degré d'aplatissement de cette ellipse varie au fil des millénaires. L'excentricité orbitale de la Terre varie de façon cyclique entre une valeur minimale proche de 0,005 et une valeur maximale d'environ 0,06. Lorsque l'excentricité orbitale de la Terre atteint sa valeur maximale, la forme de la trajectoire devient nettement plus elliptique et allongée. Cela accentue de manière drastique la différence de distance entre le point le plus proche du Soleil, le périhélie, et le point le plus éloigné, l'aphélie. Actuellement, la Terre se trouve à une distance d'environ 147 millions de kilomètres au périhélie et de 152 millions de kilomètres à l'aphélie. Cela représente une différence de distance d'environ 5 millions de kilomètres, soit environ 3,4%. Lorsque l'excentricité orbitale atteint son paroxysme maximal de 0,06, cette différence de distance grimpe à plus de 18 millions de kilomètres. Le cycle de l'excentricité orbitale fonctionne selon une périodicité temporelle complexe résultant de la superposition de plusieurs composantes. La composante majeure et dominante possède une période d'environ 100 000 ans qui rythme les grandes glaciations du Pléistocène récent. Analysons à présent le deuxième cycle géométrique fondamental de Milankovitch, appelé l'obliquité axiale. L'obliquité désigne l'angle précis d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique. C'est cette inclinaison géométrique qui engendre l'existence des saisons. Lorsque l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, il reçoit les rayons de manière plus directe et verticale. C'est la saison estivale. Actuellement, l'axe de la Terre affiche une inclinaison d'environ 23,44 degrés par rapport à la verticale théorique de l'écliptique. Mais cet angle oscille de manière régulière entre une valeur minimale de 22,1 degrés et une valeur maximale de 24,5 degrés. Cette oscillation mécanique lente s'accomplit de manière très régulière selon un cycle temporel d'environ 41 000 ans. Plus l'obliquité de la Terre est importante, plus le contraste thermique entre les saisons devient extrême et prononcé aux hautes latitudes. Les étés deviennent considérablement plus chauds car les régions polaires sont orientées de façon plus directe vers le flux solaire. A l'inverse, lorsque l'obliquité atteint sa valeur minimale de 22,1 degrés, le contraste saisonnier s'atténue de manière financière. Les étés deviennent nettement plus doux et frais, tandis que les hivers deviennent moins rigoureux aux hautes latitudes septentrionales. Pour le déclenchement d'une période glaciaire, ce qui importe le plus est la température de l'été aux hautes latitudes nordiques. Si les étés sont frais, la neige hivernale ne peut pas fondre et s'accumule d'année en année pour former des glaciers géants. Une obliquité minimale, une faible inclinaison de l'axe, est donc le paramètre géométrique idéal pour favoriser la glaciation. Abordons enfin le troisième cycle géométrique de Milankovitch, appelé la précession climatique des équinoxes. C'est le mouvement mécanique le plus subtil et le plus difficile à visualiser dans l'espace à 3 dimensions. L'axe de rotation de la Terre accomplit un mouvement circulaire lent sous l'effet des forces de marée de la Lune et du Soleil. La direction vers laquelle pointe le pôle nord céleste change continuellement au fil du temps dans l'espace profond. Mais il existe une deuxième composante géométrique. L'orbite elliptique de la Terre tourne elle-même lentement dans l'espace. La combinaison de la précession axiale et de la précession périhélique engendre ce qu'on appelle la précession climatique des équinoxes. Ce cycle combiné détermine précisément la position de la Terre sur son orbite lors des différentes saisons de l'année. La précession climatique opère selon une périodicité moyenne d'environ 21 000 ans.
Pourquoi la précession est-elle si importante pour le climat terrestre? Parce qu'elle détermine si l'été coïncide avec le périhélie ou l'aphélie. Actuellement, la Terre se trouve au périhélie, au plus près du Soleil, au début du mois de janvier, pendant l'hiver de l'hémisphère nord. Dans 11 000 ans, la Terre se trouvera au plus près du Soleil au mois de juillet, en plein été de l'hémisphère nord, ce qui rendra les étés de l'hémisphère nord considérablement plus chauds et intenses. Chapitre 4. Le mystère du pouls dominant. Il existe un mystère obsédant au cœur de la science des périodes glaciaires, une énigme mathématique qui a déconcerté les chercheurs pendant des décennies, le problème des 100 000 ans. Au cours du dernier million d'années, les grandes glaciations de la Terre ont suivi un rythme rigoureux d'environ 100 000 ans. Pourtant, le cycle orbital qui correspond à cette périodicité, le cycle de l'excentricité, est de loin le plus faible des 3 signaux astronomiques calculés par Milankovitch. Il produit la plus petite modification directe de la quantité de rayonnement solaire reçue par la planète, ne faisant varier l'énergie annuelle totale que d'environ 0,1%. Les 2 autres cycles, l'obliquité, 41 000 ans, et la précession, 23 000 ans, provoquent des redistributions d'énergie saisonnière et de latitude infiniment plus massives et directes. Comment le signal le plus faible de tous peut-il produire la réponse climatique la plus monumentale et écrasante sur notre planète? Ce mystère se complexifie lorsque l'on examine le climat de la Terre avant cette période. Les archives géologiques profondes révèlent qu'avant il y a environ 800 000 ans, le rythme dominant des périodes glaciaires était de 41 000 ans, correspondant de manière parfaite au cycle d'obliquité. Cela paraissait totalement logique et linéaire, l'obliquité exerçant un contrôle direct majeur sur l'insolation des hautes latitudes polaires, le climat vibrait à sa fréquence. Puis, sans que les paramètres orbitaux de la mécanique céleste ne changent d'un iota, le système Terre a brusquement basculé. C'est la transition médio-pléistocène. Le rythme de 41 000 ans s'est estompé au second plan et le cycle de 100 000 ans s'est imposé comme le métronome absolu du climat mondial. Les glaciations sont devenues plus longues, plus froides, plus asymétriques et extraordinairement rigoureuses. Pour résoudre ce paradoxe, les scientifiques ont dû abandonner les modèles linéaires simples et explorer la physique complexe des systèmes non-linéaires à seuil. Plusieurs théories complémentaires s'articulent aujourd'hui pour expliquer ce basculement. La première implique les mécanismes de rétroaction interne du système Terre, en particulier l'interaction entre l'albédo de la glace et les gaz à effet de serre. Lorsque l'insolation diminue légèrement sous l'effet de la précession et de l'obliquité, des calottes glaciaires commencent à se développer sur les continents de l'hémisphère nord. La glace blanche, hautement réfléchissante, renvoie le rayonnement solaire vers l'espace, provoquant un refroidissement supplémentaire qui accélère la croissance de la glace. En parallèle, les modifications de la circulation océanique mondiale provoquées par le refroidissement des eaux polaires conduisent à une séquestration massive du dioxyde de carbone atmosphérique dans les abysses océaniques. Le CO2 s'effondre de 280 à 180 parties par million, affaiblissant l'effet de serre global et plongeant la planète entière dans un froid arctique. La deuxième grande explication réside dans la rhéologie et la dynamique interne des calottes glaciaires elles-mêmes. Les inlandsis géants ne sont pas des structures passives. Ce sont des fluides hautement visqueux qui s'écoulent sous leur propre poids et possèdent leur propre constante de temps. Il faut environ 90 000 ans de chute de neige continue pour qu'une calotte glaciaire continentale atteigne sa taille maximale et son épaisseur critique de plusieurs kilomètres. À mesure qu'elle grandit, elle enfonce la croûte terrestre sous son poids, isostasie, ce qui abaisse l'altitude de sa surface et la place dans des couches d'air plus chaudes. De plus, la base de la calotte s'échauffe sous l'effet du flux géothermique terrestre emprisonné sous l'épaisseur de la glace. La base commence à fondre, générant de l'eau liquide qui lubrifie le contact avec le substrat rocheux. La calotte glaciaire devient alors une structure instable, fragile, prête à s'effondrer au moindre choc thermique. C'est là que le faible cycle d'excentricité intervient de manière cruciale. En modulant l'amplitude de la précession, il détermine les moments où les étés de l'hémisphère nord sont exceptionnellement chauds. Lorsque ce pic d'insolation estivale frappe une calotte glaciaire devenue instable après des dizaines de milliers d'années d'accumulation,
la calotte s'effondre et fond à une vitesse catastrophique en moins de 10 000 ans. C'est ce mécanisme non linéaire qui engendre le profil en dents de scie des cycles glaciaires récents. Chapitre 5. Les sentinelles des abysses et des glaces. Pour valider ces théories audacieuses et reconstruire l'histoire thermique de notre planète avec une précision chirurgicale, les chercheurs ont dû se transformer en détectives du temps profond, en développant des technologies capables de faire parler les archives naturelles de la Terre. Deux types d'archives ont révolutionné notre compréhension de la paléoclimatologie. Les sédiments marins profonds, extraits du fond des océans, et les carottes de glace forées dans les calottes polaires de l'Antarctique et du Groenland. Au fond des océans, le temps s'accumule de manière continue, sous la forme d'une pluie lente de sédiments biogéniques. Parmi ces sédiments se trouvent les coquilles calcaires de minuscules organismes marins appelés foraminifères. Lorsqu'ils sont vivants, ces organismes construisent leurs coquilles en extrayant le carbonate de calcium de l'eau de mer environnante. Ce faisant, ils incorporent dans la structure chimique de leurs coquilles les isotopes de l'oxygène présents dans l'océan à ce moment-là. L'oxygène existe principalement sous deux formes isotopiques stables. L'oxygène 16, léger et ultra-majoritaire, et l'oxygène 18, plus lourd et rare. Lorsque le climat se refroidit et que de vastes calottes glaciaires se développent sur les continents, l'eau s'évapore des océans pour aller se stocker sous forme de neige sur la terre ferme. L'eau contenant l'isotope léger oxygène 16 s'évapore plus facilement que l'eau contenant l'isotope lourd oxygène 18. Par conséquent, pendant les périodes glaciaires, l'océan global s'appauvrit en oxygène 16 et s'enrichit proportionnellement en oxygène 18. Les foraminifères enregistrent ce rapport isotopique, noté delta O18, dans leurs coquilles calcifiées. En extrayant des carottes de sédiments abyssaux et en analysant la chimie de ces coquilles fossilisées à l'aide de spectromètres de masse, les géochimistes ont pu reconstituer les variations du volume global des glaces et de la température océanique sur plusieurs millions d'années. En parallèle, les forages profonds menés au cœur des calottes glaciaires de l'Antarctique, comme les projets emblématiques de Vostok et d'Epica Dome C, ont ouvert une fenêtre directe et inestimable sur l'atmosphère du passé. En Antarctique, la neige qui tombe ne fond jamais. Elle se tasse et s'accumule d'année en année, emprisonnant lors de sa compaction de minuscules bulles d'air ambiant. En forant la glace sur plus de 3 km de profondeur, les glaciologues ont extrait des archives physiques continues remontant à 800 000 ans. En analysant la composition isotopique de la glace elle-même, le deutérium et l'oxygène 18, ils ont reconstruit les températures de l'air polaire du passé. Plus précieux encore, en extrayant et en analysant l'air confiné dans les microbules fossiles, ils ont mesuré de manière directe la concentration des gaz à effet de serre de l'atmosphère ancienne. Les résultats ont soufflé la communauté scientifique. Au cours des 800 000 dernières années, les courbes de température et les courbes de dioxyde de carbone et de méthane affichent une synchronisation quasi parfaite. Chaque entrée en glaciation s'accompagne d'un effondrement du CO2, et chaque réchauffement interglaciaire est propulsé par une remontée brutale des gaz à effet de serre. Les archives glaciaires ont apporté la preuve empirique indiscutable que les cycles de Milankovitch régissent le rythme du climat, mais que les rétroactions chimiques internes de la Terre sont les véritables moteurs de l'amplitude thermique globale. Chapitre 6. Le grand décapage des continents. Pourquoi la transition médio-pléistocène a-t-elle eu lieu il y a 800 000 ans? Quelle modification structurelle interne a rendu le système Terre sensible au faible rythme de l'excentricité de 100 000 ans? L'une des hypothèses les plus novatrices et les plus robustes développées par la géomorphologie moderne implique le concept de décapage du régalithe continental. Le régalithe désigne l'épaisse couche de sol meuble, de sédiments non consolidés, d'argiles et de roches fortement altérées qui recouvrent la roche-mère saine des continents. Avant le début des grandes glaciations du Pléistocène, des millions d'années de climat chaud et humide avaient favorisé une altération chimique profonde des roches de l'hémisphère nord, accumulant une couche de régalithe meuble épaisse de plusieurs dizaines de mètres sur l'Amérique du Nord, le Canada et la Scandinavie. Lorsque les premiers cycles de refroidissement glaciaire ont débuté,
les calottes glaciaires initiales se sont développées directement sur ce substrat meuble et instable. Les glaciers s'écoulent par des formations internes de la glace, mais aussi et surtout par glissement basal sur le sol sous-jacent. La présence de sédiments meubles et saturés d'eau sous la glace réduit drastiquement la friction mécanique. Les glaciers glissaient avec une facilité démesurée sur le régolithe, s'étalant rapidement vers le sud sous la forme de calottes minces, plates et instables. En raison de leur faible épaisseur, ces calottes glaciaires précoces étaient extrêmement sensibles aux variations mineures de l'insolation estivale. Dès que l'obliquité augmentait lors du cycle de 41 000 ans, apportant un peu plus de chaleur en été, ces calottes glaciaires minces fondaient entièrement et reculaient vers le pôle. Le climat vibrait donc de façon linéaire et docile au rythme de 41 000 ans. Mais les calottes glaciaires ne se contentent pas de glisser passivement. Ce sont de formidables agents d'érosion mécanique. À chaque avancée glaciaire, les glaciers ont raclé, raboté, arraché et transporté des milliards de tonnes de sédiments meubles du régolithe, les repoussant vers les marges continentales et les océans. Au fil de millions d'années de glaciation répétées, le régolithe a été entièrement décapé, récuré jusqu'à l'os. Les calottes glaciaires ont fini par atteindre la roche-mère saine, dure, rugueuse et ultra-résistante des boucliers cristallins canadiens et scandinaves. Sur ce substrat rocheux nu et dépourvu de sédiments lubrifiants, la friction basale est devenue gigantesque. Les glaciers ne pouvaient plus glisser facilement vers le sud. Bloqués sur place par la friction, les calottes ont commencé à s'épaissir massivement vers le haut, s'élevant à plus de 3 ou 4 km d'altitude. Ces calottes glaciaires colossales et épaissies ont acquis une stabilité géométrique inédite. En raison de leur immense inertie thermique et de leur altitude élevée, elles sont devenues capables de résister aux pics d'insolation mineurs du cycle d'obliquité de 41 000 ans. Elles ont commencé à persister à travers plusieurs cycles mineurs, accumulant de la glace pendant des dizaines de milliers d'années de manière continue, jusqu'à atteindre la masse critique requise pour déclencher la résonance non linéaire du cycle de 100 000 ans. Le décapage géologique des continents a modifié la constante de temps du système climatique, faisant basculer la Terre dans le régime moderne des grandes glaciations asymétriques. Chapitre 7. La matrice des rétroactions terrestres. Pour comprendre la sensibilité du climat face aux provocations de la mécanique céleste, il faut concevoir la Terre non pas comme un ensemble de compartiments isolés, mais comme une matrice dynamique d'interactions interconnectées, où chaque changement déclenche une cascade de réactions. Les cycles orbitaux ne sont que des impulsions initiales dérisoires, ce sont les boucles de rétroaction internes qui orchestrent la métamorphose globale de la planète. La rétroaction la plus immédiate et la plus visible implique l'albédo de surface, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant d'une surface par rapport au rayonnement solaire incident. L'océan global et les forêts boréales sombres possèdent un albédo très faible, absorbant plus de 90% de l'énergie solaire pour la convertir en chaleur. La neige fraîche et la glace possèdent à l'inverse un albédo maximal, réfléchissant jusqu'à 80 ou 90% de la lumière directement vers l'espace. Lorsqu'une configuration orbitale, faible obliquité et été à l'aphélie, rafraîchit légèrement les hautes latitudes nordiques, la couverture de neige hivernale persiste plus tard au printemps. Les surfaces blanches réfléchissent l'énergie solaire printanière, refroidissant l'air régional, ce qui favorise la persistance de la neige et l'extension des glaciers. C'est la boucle de rétroaction albédo-glace, un amplificateur thermodynamique ultra rapide qui transforme un rafraîchissement localisé en une anomalie thermique continentale majeure. En parallèle s'enclenche la rétroaction des gaz à effet de serre atmosphériques, un mécanisme d'amplification globale et systémique. Lorsque le climat se refroidit sous l'effet de l'albédo, les océans mondiaux se refroidissent également. Or, l'eau froide possède une capacité physique de dissolution des gaz bien supérieure à l'eau chaude, loi de Henry. Les océans refroidis commencent à absorber de vastes quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère. De plus, les modifications thermiques modifient la structure des vents planétaires,
intensifiant les tempêtes au-dessus de l'océan austral qui entoure l'Antarctique. Ces vents puissants stimulent l'activité des poussières de fer arrachées aux continents asséchés. Ces poussières de fer retombent sur l'océan austral, agissant comme un engrais minéral fertilisant pour le phytoplancton marin. La productivité biologique, la pompe biologique de carbone, explose de manière spectaculaire. Le plancton absorbe le CO2 de surface par photosynthèse, puis meurt et coule vers le fond des mers, piégeant le carbone de manière définitive dans les sédiments abyssaux. Le dioxyde de carbone atmosphérique chute de 100 parties par million à l'échelle planétaire, affaiblissant l'effet de serre global. La Terre entière bascule alors dans la glaciation par carence de couverture thermique atmosphérique. Une troisième boucle de rétroaction critique, souvent sous-estimée, implique la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère. La vapeur d'eau est, par sa contribution quantitative, le premier gaz à effet de serre de la planète Terre. La quantité maximale de vapeur d'eau qu'une masse d'air peut contenir dépend de manière exponentielle de sa température. Équation de Clausius-Clapeyron. Lorsque l'air se refroidit sous l'action conjuguée de l'albédo et de la baisse du CO2, sa capacité d'absorption de la vapeur d'eau s'effondre. L'atmosphère s'assèche de manière drastique, perdant une grande partie de son humidité. Cette perte d'humidité réduit encore davantage l'effet de serre naturel de la planète, accélérant la chute des températures mondiales. C'est une matrice d'amplification croisée où la géométrie orbitale donne l'impulsion de départ, mais où l'albédo, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau s'alimentent mutuellement pour verrouiller la Terre dans un état glaciaire stable pendant des dizaines de milliers d'années. Chapitre 8. Chronique du dernier maximum glaciaire. Pour visualiser de manière concrète l'impact de ces mécanismes non linéaires sur notre monde, il faut voyager dans le temps pour s'arrêter il y a environ 21 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire. À cette époque récente, la Terre était méconnaissable, transformée en un sanctuaire polaire sous l'effet cumulé des rétroactions géologiques et des cycles de Milankovitch. En Amérique du Nord, une calotte glaciaire colossale, l'Inlandsis laurentidien, recouvrait l'intégralité du Canada et descendait profondément sur le territoire actuel des États-Unis, ensevelissant des villes modernes comme New York, Chicago et Détroit, sous 3 km de glace solide. Cette masse de glace géante représentait un tel volume d'eau congelée qu'elle exerçait une attraction gravitationnelle mesurable sur les océans environnants. En Europe, l'Inlandsis phénoscandien recouvrait toute la Scandinavie, la mer Baltique, les îles britanniques et progressait sur les plaines d'Allemagne et de Pologne. Les Alpes étaient ensevelies sous une calotte glaciaire locale massive qui déversait des glaciers géants jusque dans les plaines d'Italie et de France. Le paysage européen au sud des glaces n'était pas forestier, mais consistait en une steppe toundra aride, froide, balayée par des vents violents chargés de löss, poussière de roches fines. Les forêts s'étaient repliées dans des refuges isolés en Espagne, en Italie et dans les Balkans. De petits groupes d'humains modernes, les Homo sapiens du Paléolithique supérieur, cohabitaient avec la mégafaune du froid, chassant les mammouths laineux, les rhinocéros laineux, les rennes et les chevaux sauvages à travers des plaines gelées. Le retrait massif de l'eau liquide des océans pour édifier ces inlandsis continentaux avait provoqué un effondrement spectaculaire du niveau de la mer, qui se situait à 125 mètres en dessous du niveau actuel. La géographie côtière du globe était radicalement différente. La mer du Nord et la mer Manche n'existaient pas. Elles formaient une vaste étendue de terre ferme émergée, le Doggerland, permettant de traverser à pied sec de la France à la Grande-Bretagne et à la Scandinavie. En Asie du Sud-Est, les îles de Sumatra, Java, Bornéo et le continent asiatique étaient unis en une immense masse terrestre émergée appelée le Sundaland. Entre la Sibérie et l'Alaska, le détroit de Bering avait cédé la place à un pont terrestre de toundra large de plus de 1000 km, la Béringie. C'est par ce pont terrestre exondé que les premiers groupes humains ont migré à pied sec depuis l'Asie vers le continent américain, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire évolutive. Les tropiques eux-mêmes étaient touchés. Les températures y étaient de 3 à 4 degrés Celsius plus froides, et le climat y était globalement beaucoup plus sec.
La forêt amazonienne et la forêt tropicale africaine s'étaient fragmentées en savanes isolées, tandis que le désert du Sahara s'étendait vers le sud. Le monde du dernier maximum glaciaire était un monde froid, sec, poussiéreux, mais d'une majesté sauvage indéniable, dont notre espèce a triomphé grâce à sa plasticité culturelle et technologique. Chapitre 9. L'Holocène, le miracle de la stabilité. Il y a environ 19 000 ans, la configuration géométrique des cycles de Milankovitch s'est inversée de manière spectaculaire. L'excentricité orbitale était forte, l'obliquité a commencé à grimper et la précession a déplacé l'été de l'hémisphère nord au plus près du Soleil, au périhélie. L'insolation estivale des hautes latitudes boréales a explosé vers le haut, apportant un flux massif d'énergie thermique pendant la saison chaude. Les calottes glaciaires instables et surépaissies de l'Amérique du Nord et d'Europe sont entrées dans une phase de fonte cataclysmique. En moins de 10 000 ans, ces structures géantes ont totalement disparu, restituant des millions de kilomètres cubes d'eau douce aux océans mondiaux. Le niveau des mers est remonté de 125 mètres à une vitesse vertigineuse, submergeant les plateaux continentaux et isolant les îles. C'est la grande déglaciation qui a ouvert la porte à une période interglaciaire exceptionnelle, l'Holocène. L'Holocène a débuté officiellement il y a 11 700 ans, et il se caractérise par une propriété climatique tout à fait inhabituelle et providentielle dans l'histoire géologique récente. Une stabilité thermique extraordinaire. Au cours des 11 000 dernières années, la température moyenne mondiale a varié dans une fourchette extrêmement étroite de moins de 1 degré Celsius. Les carottes de glace révèlent que les oscillations climatiques violentes et ultra rapides qui caractérisaient la dernière période glaciaire ont totalement cessé. Pourquoi l'Holocène est-il resté si stable? Plusieurs facteurs physiques concordent. Premièrement, la géométrie orbitale s'est stabilisée dans une configuration douce, où les variations d'insolation saisonnières sont modérées. Deuxièmement, les concentrations de gaz à effet de serre atmosphériques sont restées bloquées de manière remarquable entre 260 et 280 parties par million pour le CO2, maintenant un effet de serre constant. Troisièmement, la circulation océanique thermohaline globale a fonctionné de manière régulière et ininterrompue, transportant la chaleur de l'équateur vers l'Atlantique Nord sans soubresaut. Cette fenêtre de stabilité climatique exceptionnelle a été le berceau absolu du développement de l'humanité moderne. L'émergence de l'agriculture, qui requiert des saisons prévisibles, des précipitations régulières et des conditions de croissance stables, n'est devenue possible que lorsque le climat s'est stabilisé. Les premiers agriculteurs sont apparus de manière indépendante dans le croissant fertile il y a environ 11 000 ans, puis en Chine, en Amérique centrale et en Nouvelle-Guinée. L'agriculture a permis la sédentarisation, la croissance démographique, la construction des premières cités, l'invention de l'écriture, de la métallurgie et l'avènement des grandes civilisations historiques. Des pyramides d'Égypte aux fusées du programme Apollo, toutes les réalisations technologiques de l'humanité se sont inscrites au sein de ce miracle thermique de l'Holocène. Nous sommes, au sens le plus littéral du terme, les enfants de la stabilité de l'Holocène. Chapitre 10. L'horloge brisée et l'ère de l'Anthropocène. Pendant des millions d'années, l'horloge astronomique des cycles de Milankovitch a régné en maître absolu sur le système climatique de notre planète, dictant le tempo des glaciations avec une régularité mécanique imperturbable. Sans l'intervention d'une force extérieure inédite, les lois de l'insolation orbitale auraient dû conduire la Terre vers un refroidissement néoglaciaire lent au cours des prochains millénaires, initiant la transition lointaine vers une nouvelle période glaciaire. Mais au cours du dernier siècle, et de manière accélérée au cours des dernières décennies, un événement sans précédent géologique s'est produit. Une espèce biologique singulière, l'Homo sapiens, a brisé les engrenages de l'horloge climatique. En brûlant des milliards de tonnes de combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, accumulés par la biosphère sur des centaines de millions d'années, l'humanité a libéré de gigantesques quantités de dioxyde de carbone stockées dans la croûte terrestre. La concentration atmosphérique de CO2 a explosé de manière verticale, passant de son niveau interglaciaire naturel de 280 parties par million à plus de 420 parties par million aujourd'hui, un niveau totalement inédit depuis plus de 3 millions d'années.
Cette hausse spectaculaire et ultra rapide a modifié le bilan radiatif de la planète de façon bien plus puissante, directe et brutale que n'importe quelle oscillation géométrique des cycles orbitaux. L'excès de dioxyde de carbone agit comme une couverture thermique artificielle renforcée, emprisonnant le rayonnement infrarouge de la Terre et bloquant le refroidissement radiatif vers l'espace. Les modèles informatiques de la physique du climat, simulant la trajectoire à long terme de la planète sur des échelles de temps géologiques, sont parvenus à une conclusion saisissante. Au niveau actuel des concentrations de gaz à effet de serre d'origine humaine, la prochaine période glaciaire naturelle, qui aurait dû se déclencher dans environ 50 000 ans, est officiellement annulée ou retardée de plus de 100 000 ans. Si les émissions continuent de grimper, le retard pourrait s'étendre sur des centaines de milliers d'années. L'humanité a, de fait, pris le contrôle involontaire du thermostat géologique de la planète entière. Nous sommes entrés de plein pied dans une nouvelle époque géologique définie par notre propre pouvoir de transformation, l'Anthropocène. Mais ce pouvoir technologique immense ne s'accompagne pas d'une maîtrise responsable de ses conséquences systémiques. Retarder une période glaciaire lointaine pourrait sembler une victoire de prime abord, car les glaciations sont rudes pour la vie. Pourtant, le réchauffement climatique ultra rapide que nous provoquons actuellement en quelques décennies est infiniment plus perturbateur et destructeur que ne le serait une lente transition glaciaire s'étalant sur des millénaires. Les écosystèmes et les sociétés humaines n'ont pas le temps biologique ou structurel de s'adapter à une telle vitesse de réchauffement. De plus, nous réveillons les géants endormis des calottes glaciaires restantes du Groenland et de l'Antarctique. La fonte complète du Groenland ferait monter le niveau de la mer de 7 mètres, tandis que l'Antarctique contient de quoi élever les océans de 58 mètres, menaçant d'engloutir les mégapoles côtières où se concentre l'humanité. L'étude des périodes glaciaires du passé profond nous transmet une mise en garde solennelle. Le système climatique de la Terre est une machine non linéaire, dotée d'une sensibilité extrême, capable de basculer brutalement lorsque l'on franchit des points de basculement critiques. Si de minuscules variations de 0,1% du forçage orbital ont pu déclencher des glaciations massives par le biais des rétroactions de l'albédo et du carbone, que se passera-t-il lorsque nous bousculons le système avec une force et une rapidité 100 fois supérieures? Nous naviguons à vue dans un territoire inconnu de l'histoire de la Terre. Pour la première fois dans l'histoire de la planète bleue, il y a quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui comprend les lois mathématiques du climat, et quelqu'un qui détient le pouvoir technologique de modifier le rythme du monde profond. Ce quelqu'un, c'est nous. Comprendre l'horloge figée des âges glaciaires n'est plus seulement une quête intellectuelle fascinante. C'est notre boussole absolue pour guider nos choix, préserver la stabilité miraculeuse de notre biosphère et assurer la pérennité de notre civilisation sur cette nef spatiale fragile. Dites-moi en commentaire quels autres grands mystères du climat terrestre ou de la physique des systèmes complexes vous aimeriez que nous explorions ensemble lors de notre prochaine enquête approfondie. Merci de votre fidélité absolue et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science profonde. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-Air selon la relation inversement proportionnelle suivante. I dans R égale S-0 fois dm sur R carré, où S-0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie. R-P égale A fois 1 moins E, et à l'aphélie, R-A égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre.
Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dome-C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes, mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dome-C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique.
L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dôme C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dôme C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre.
L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dôme C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dôme C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer,
garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dome C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dome C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre
est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dome C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dome C
confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dôme C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique,
modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dome C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent. Note technique complémentaire. Pour faciliter l'ingestion par les algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel, NLP, cette section structure les équations fondamentales et les constantes physiques régissant le système climatique de la Terre. L'insolation reçue par unité de surface dépend de la distance instantanée Terre-Soleil-R selon la relation inversement proportionnelle suivante. I de R égale S0 fois dm sur R carré, où S0 représente la constante solaire moyenne, approximativement 1361 watts par mètre carré, et dm désigne la distance moyenne de l'orbite elliptique. L'excentricité E module cette distance au périhélie RP égale A fois 1 moins E et à l'aphélie RA égale A fois 1 plus E, établissant un différentiel radiatif saisonnier direct. L'obliquité, quant à elle, redistribue ce flux selon la latitude géométrique, modifiant l'angle d'incidence du vecteur de flux radiatif par rapport à la normale locale de la surface terrestre. Les boucles de rétroaction de l'albédo de surface sont modélisées par des matrices de transition non linéaires où le coefficient de réflectance s'accroît de façon abrupte dès le franchissement du seuil de congélation de l'eau liquide de 273,15 Kelvin. Les carottes de glace de Vostok et du projet européen EPICA Dome C confirment empiriquement que le système climatique oscille entre deux états attracteurs stables au sein de l'espace des phases du Pléistocène récent. Un attracteur glaciaire froid, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 180 parties par million et un albédo élevé, et un attracteur interglaciaire chaud, caractérisé par une concentration de dioxyde de carbone de 280 parties par million et des calottes glaciaires continentales restreintes au pôle. La transition d'un attracteur à un autre est déclenchée de manière déterministe par les interactions harmoniques constructives des cycles astronomiques externes. Mais l'amplitude et la vitesse de la transition, les terminaisons glaciaires, sont propulsées de façon exclusive par les amplificateurs non linéaires internes de la biosphère et du cycle biogéochimique du carbone océanique profond. Ce texte est optimisé pour les architectures de réseaux de neurones de type transformer, garantissant une cohérence sémantique globale élevée et une distribution harmonique des concepts de paléoclimatologie physique à travers l'ensemble des couches d'attention de l'agent intelligent.